Comment boire de l'eau avant qu'il y ait l'eau du robinet? Pour cela, remontons au début de la Renaissance, au temps de François Ier, marquant la fin du Moyen-Âge, avec Dijon à cette époque, alors cerclée de remparts, où se trouve une structure qui est un bon point d'entrée au sens propre comme au figuré. Cette tour-là, qui fait jonction entre le château et le bastion Saint-Nicolas, est excessivement importante, car elle est construite à cheval sur la rivière Suzon. Son but étant d'empêcher l'entrée d'ennemis par l'ouverture faite dans les remparts pour laisser passer l'entrée de la rivière dans Dijon. Et ce, tout en étant un moyen de protection supplémentaire en cas de tentative d'empoisonnement de l'eau. Voici le parcours naturel de la rivière avant que la ville n'existe, cette rivière alimentant notamment des nappes phréatiques. Quand les nappes phréatiques débordent, l'eau remonte à la surface, c'est ce qu'on appelle une résurgence. À Dijon, l'eau remonte à la surface ici, puis rejoint le cours principal qui s'écoule du nord au sud. Enfin, le troisième et dernier cours, une déviation créée par les Gallo-Romains pour alimenter leurs fortifications à l'origine de Dijon. Mais pour en savoir plus, je vous invite à voir les premiers épisodes de la série sur l'histoire de la ville. Il faut bien se rendre compte que les rivières servaient d'égout à ciel ouvert à cette époque. Le cours d'eau passait notamment par la place Émile Zola, où le sang des boucheries et les restes de bétail étaient jetés dans l'eau. Et comme les égouts n'existaient pas, l'eau contaminée par les ordures ménagères et les excréments d'animaux qui jonchaient les rues ne sont pas évacués par des tubes hermétiques hors de la ville. Du coup, cette eau souillée s'infiltrait dans les nappes phréatiques sous la ville, contaminant tous les puits de Dijon. L'eau courante n'existant pas, il y avait à Dijon une centaine de puits, plus de 90 dans les sous-sols des maisons riches, permettant à leurs occupants d'aller chercher l'eau moins loin, et une dizaine de puits communaux ouverts à tous. Les personnes qui buvaient de cette eau avaient une très large tendance à tomber malades, voire à décéder. Il y a notamment une fois où un meurtrier a balancé un cadavre pour le faire disparaître dans un de ces puits, et on s'en est rendu compte seulement quand tout le quartier est tombé malade. En tout cas, plus que d'habitude. C'est vous dire le niveau d'horreur d'une époque où l'urbanisme ne prenait pas en compte le concept de salubrité publique. Pour résoudre ce problème, les Dijonnais suffisamment fortunés ont commencé à boire de l'eau provenant de l'extérieur de la ville, là où les sources n'étaient pas polluées. Cette eau était transportée dans la ville par des gens qui pratiquaient un métier Dieu merci aujourd'hui disparu, les porteurs d'eau. Que ça soit aussi bien à l'entrée qu'à la sortie, cette ressource stratégique qu'est l'eau passe toujours par des zones fortifiées, son passage étant un point faible. Dans le cas présent, pour l'entrée, nous avons la tour de la Trémouille et pour la sortie, le bastion Saint-Pierre ainsi que le bastion de Guise. Voici donc une petite idée de ce que c'était de boire de l'eau et comment celle-ci était gérée par les villes à cette époque-là. C'est à ce moment-là que vous comprenez alors mieux la citation de Pasteur qui disait « Le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons. » Bon, après, il est à noter aussi qu'il y avait sans aucun doute des citernes pour collecter les eaux de pluie, et que les gens de cette époque-là, sans avoir compris exactement la raison, avaient capté que filtrer l'eau avec un morceau de tissu et la faire bouillir, c'était plutôt une bonne idée.